sympa si on écrit des livres, hein, où on fait des BD, où on fait des choses comme ça. Enfin, on est dans le créatif et on remarquera que les artistes d'aujourd'hui ont un imaginatif de plus en plus sombre, hein, puisqu'en fait, avant, on va dire, l'imaginatif était plus beau et maîtrisé. Maintenant, bon, tout ce qui est artiste a tendance à imaginer des trucs qui ne sont pas formidables. Bon, ça tient des fréquences actuelles. Plus on va vers la lumière, plus les ombres sortent et donc l'imaginatif s'en ressent. Donc, bon. Donc l'imaginatif dans les sentiments a énormément de place, puisqu'en général, les gens ne se contrôlent pas, donc sont victimes d'imagination et vont aimer par imagination la personne qu'elles ont en face d'elles. Donc un homme va regarder sa femme, il va l'imaginer. Et pareil pour elle. On a beaucoup d'individus qui un jour cessent d'imaginer et se rendent compte qu'elles ne sont pas avec la bonne personne. Ça, c'est la façon d'aimer féminine est relativement construite comme ça. Une femme va imaginer son homme très longtemps. Elle est beaucoup plus perspicace enfin beaucoup plus imaginative à long terme, on va dire. C'est pas de la perspicacité, c'est de l'imagination à long terme. Et un jour, 5 ans, 10 ans, et puis d'un coup, elle se réveille, regarde le gars, elle fait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et oui, c'était pas le fruit de ce qu'elle regardait. La plupart des hommes et des femmes regardent quelque chose qu'ils imaginent. Ils ne vivent pas avec la personne qu'ils pensent. Ils vivent avec la personne qu'ils imaginent. Très mauvais résultat, puisqu'en fait, de ce fait, quand on commence à retomber les pieds sur terre, on se dit, ah ben merde alors, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que je fais là? Donc bon, il y a des fois, il y a des enfants qui ont été faits entre les deux, des maisons, des trucs, des machins. C'est pour ça que de nos jours, en fait, et ça divorce à tour de bras, et ça s'entend plus, et ça fait plus d'efforts. Et maintenant, on a tout un tas de gens là qui ont la garde partagée. Tout le monde vit en garde partagée. C'est une catastrophe. On va dire, c'est super bon, c'est nickel. C'est plus une société, c'est une garde partagée. Un de ces quatre, on se fera la garde partagée des hommes politiques, des grands-parents, des choses comme ça. Enfin bon, c'est un monde de débiles en pleine évolution. C'est formidable. Donc, alors, allez, on va aller. Donc, tout ce qui concerne l'imagination, bien sûr, va s'étendre à aimer. Donc, aimer, alors là, c'est bien sûr, on peut aimer une voiture, il y a des gens, il faut quand même voir les choses en face, ils aiment par exemple, ah ouais, ma montre, machin, ma casquette, mon pantalon, mon slip, mes chaussettes, ma bagnole, bon, ma femme aussi, ça arrive que je l'aime. C'est imaginatif, donc on peut aimer tout ce qu'on veut. Hein. Et puis ensuite, ils vont aimer le paysage, ils vont aimer ci, ils vont aimer ça, jusqu'à chialer si, par exemple, on leur casse leur petite voiture. Là, on est sur des sentiments qui sont complètement imaginatifs, complètement dédéifiés. La personne n'est plus du tout raisonnable. Son esprit a été modelé à aimer, mais de façon imaginative et non logique. Et de ce fait, on a, surtout chez les personnes assez simples, ah ouais, moi j'aime ci, j'aime ça, j'aime, capable de se taper un chial pour sa bagnole ou des trucs comme ça. Bon, là, on est sur des cas où le sentiment est utilisé contre la personne pour l'enfermer dans une petite prison. Une petite prison de sentiments. On aime, on aime. Donc le problème là, c'est pas de l'amour, en fait, c'est de la soumission à des idées qui sont poussées dans l'esprit des gens. On utilise bien sûr la nature de l'être humain aime, qui aime aimer et qui a besoin en fait d'avoir des sentiments, puisqu'en fait c'est un besoin naturel. Avoir des sentiments, c'est normal, mais c'est utilisé par les Dédés pour, à un moment donné, inverser le bénéfice plutôt et d'en faire un problème. Des personnes qui aiment démesurément bon, leur chien, leur chat, leur mec ou leur bagnole, quand c'est démesuré, il y a manipulation. Apprécier quelqu'un, l'aimer pour ce qu'il est, n'est pas démesuré, c'est mesuré. En fait, c'est là où on sait qu'on aime véritablement une personne pour ce qu'elle est, c'est quand on est mesuré dans sa façon d'avoir un sentiment. Si on a un sentiment qu'on ne peut pas expliquer, ou un sentiment démesuré, exagéré, au point de taper un chial pour une bagnole ou une montre ou une paire de chaussettes trouées, il y a un problème. Il y a un problème de manipulation. On n'est pas au contrôle du sentiment que l'on utilise, on est utilisé par le sentiment pour générer des souffrances. L'amour, sur Terre, est utilisé par les Dédés pour générer des souffrances. Plus on aime dans le vague,
plus on aime dans l'illusion, plus on va finir par souffrir. Et c'est le but. C'est le but pour les petits Dédés, bien sûr. C'est pas le but d'aimer. Donc là, bon, c'est malheureusement quelque chose d'assez construit. La société a bien sûr compris. La société, donc les gens qui sont derrière la société, donc les Illuminati, francs-maçons et autres, en fait, poussent les gens à aimer démesurément le matériel, de façon à ce que les gens se perdent littéralement dans le matériel, ensuite dans le non factuel, hein, les images, Internet et toutes ces choses-là, et à partir de là, ils tiennent les gens par une forme de sentiment qui est soi-disant de l'amour, mais qui est en fait des sentiments utilisés contre les individus pour les faire souffrir. C'est là où une personne doit absolument méditer sur l'amour, puisqu'en fait, si elle ne veut pas être victime d'elle-même et se mettre à aimer, on va dire, n'importe quoi, ou n'importe qui. Donc voilà. Donc, alors, là, on était dans les sentiments démesurés. Donc, on va être sur l'inverse, le manque de sentiments de façon démesurée un peu. Donc, là, il faut savoir que la source bâtit bien sûr tout type d'expérience. Donc, on peut se retrouver sur des personnes qui par exemple, ne semblent pas avoir de sentiments. Aucun sentiment de bon, on a vu ça à Nuremberg et on peut le voir chez tous les tueurs en série, on peut le voir chez tous les psychopathes, on va dire, tous ceux qu'on va classer comme des personnes froides et terribles. Si on regarde un psychopathe, il n'aime pas. Il n'a aucune affection et il n'a aucune empathie. L'empathie étant une forme en fait de connexion aux sentiments des autres. Donc c'est une connexion intuitive. Bon, l'empathie fait partie de la vie de tous les jours des êtres humains. Certaines personnes ont très peu d'empathie, donc vont avoir très peu de sentiments pour les autres, et même ne peuvent pas aimer par exemple une femme. Certains hommes sont tellement dénués d'empathie, ou homme ou femme, hein. Moi quand j'utilise le terme homme, c'est plus l'humanité, quoi, les hommes et les femmes, et toutes les choses entre les deux. Donc l'idée elle est là, c'est que certains donc êtres humains vont être dénués de sentiments, on va dire, d'affection, même de simple affection, envers les autres. Il y a une apathie totale. C'est-à-dire que là, vraiment, la personne ne ressent rien pour personne. C'est le vide sidéral. Bon, là, c'est un phénomène pas si exceptionnel que ça. Si on fouille un petit peu dans les catégories humaines, on trouvera quand même une proportion intéressante de gens qui sont fortement déconnectés avec le sentiment. Toutes les personnes qui ont la nécessité d'être en fait, des ordures ménagères sur pied, en gros, hein, bon, on va avoir énormément de personnes comme ça dans tous les conflits guerriers, les choses comme ça, bon, les guerres, les machins, les choses comme ça. Là, ça n'est pas tellement la faute, entre guillemets, de la personne elle-même. Là, c'est le contexte source, c'est-à-dire que la source, simplement, va utiliser un DD pour fermer complètement la capacité de sentiment envers les autres. Ces personnes-là peuvent par contre s'apprécier elles-mêmes, et même s'aimer elles-mêmes, se trouver formidables, très beau, très ceci, très cela. Donc bon, il y aura un ego démesuré de l'individu, et à l'inverse, aucune projection de sentiment envers les autres. La personne passe tellement de temps à s'aimer elle-même et à se regarder et à se trouver formidable qu'en fait, elle n'a absolument aucune capacité de sentiment envers les autres. Il n'y a ni amour, ni affection, rien. Là, c'est le vide sidéral. Bon, ce sont des phénomènes où quand c'est poussé à l'extrême, c'est pour que les personnes puissent faire des trucs atroces, abominables, et on va être des bourreaux de guerre, de machin, de trucs. Bon, il faut absolument qu'ils soient complètement déconnectés des sentiments pour pouvoir effectuer ce que la source leur demande, bon, être des grands méchants de la planète Terre. Donc là, c'est un manque total d'amour envers les autres, pas forcément envers soi-même, puisque bon, ces personnes-là sont souvent très, très, très fortement presque amoureux d'eux-mêmes. Donc, mais c'est vraiment aucun échange avec les autres. Là, c'est du phénomène d'expérience. La source va prendre une personne, va demander à des petits Dédés, en gros, de couper. Certaines choses sont coupées et n'existent pas dans l'esprit de la personne. C'est inexistant. De ce fait, si on dit à la personne, mais oui, vous vous rendez compte, vous avez tué des tas de gens, ouais, et alors
En fait, voilà quoi. Il n'y a rien qui passe. Leurs sentiments sont déconnectés. Ces individus sont dits anormaux, alors que c'est un phénomène en fait d'expérience. Sur une autre vie, ces individus-là, bon, on débloquera les petits dédés qui avaient bloqué ça, et puis ensuite, hop, la personne redeviendra normale, aura une vie n'importe, en fait, de femmes, d'hommes, de paysans, d'hommes d'affaires ou quoi que ce soit, et ils reprendront un cours normal dans les incarnations. Malheureusement, ça existe parce que c'est des nécessités. Mais bon, là, c'est vraiment l'inverse en fait, c'est l'inverse des sentiments envers les autres. Il n'y a pas de sentiments envers les autres. Ça peut exister, ça arrive, et c'est bon, une expérience de la source en cours, on va dire. Alors, ensuite, bon, l'amour social. Oui, c'est l'amour social bienséant. Il faut savoir qu'une civilisation est emprunt, on va dire, à une certaine éducation. Et ce, par ethnie, par en fait appartenance à des coutumes. Et de ce fait, le fait d'aimer est conditionné socialement aussi. En fait, on aime son père, on aime sa mère, on aime ses enfants, on aime sa patrie, bon, on aime son drapeau. Donc, bon, voilà. L'idée, c'est que il y a le côté, en fait, le côté aimé comme ça est imposé socialement parce que c'est bienséant. Une mère doit aimer ses enfants. Un homme doit aimer sa femme, la femme doit aimer son homme, et puis ensuite on doit aimer bien sûr ses parents, et puis les enfants doivent aimer leurs parents, tout ça, quoi. Enfin tout ça, c'est, on va dire, imposé. C'est une connaissance, c'est une évidence, mais qui peut en fait avoir ses exceptions. On peut à un moment donné évoluer et se rendre compte qu'au gré des incarnations, de toute façon, les pères et les mères et tout ça, bah, c'est pas forcément, on va dire, des gens qu'on peut soi-disant aimer ou ne pas aimer, mais néanmoins, derrière certains amours, on va dire, automatiques, se cachent bien sûr les instincts. Une espèce, en fait, doit croître et se multiplier pour continuer d'exister. De ce fait, l'homme aimera la femme. Pourquoi? Bah, pour croître et se multiplier. C'est instinctif, c'est animal. Ensuite, les femmes vont aimer leurs enfants, les hommes bon, vont les aimer, mais un peu moins peut-être, parce qu'ils sont un peu moins concernés, puisque normalement l'homme n'est pas là pour, on va dire, choyer les enfants véritablement. Il doit aller travailler et chasser le bison. Donc bon, l'idée c'est surtout qu'il y a des formes d'affection, des formes d'amour qui sont en fait type obligatoire. Une femme doit aimer ses enfants. Pourquoi? Bah parce qu'elle doit en fait protéger la couvée pour en fait faire en sorte que l'espèce puisse continuer. Si une femme n'aime pas ses enfants, elle met l'espèce elle met sa propre progéniture en danger, l'espèce en danger. De ce fait, c'est non rentable. Donc, de ce fait, la plupart des femmes, sur un nombre très important, vont aimer leurs enfants, les protéger, les surprotéger, les étouffer à coups d'amour. En fait, pourquoi? Parce que c'est la nature qui veut ça. Là, c'est un amour imposé qui ne souffre pas de discussion dans l'esprit des gens. Une femme est obligée d'aimer ses enfants. Pourquoi? Bah, parce que c'est elle qui les a faits. Bon, en fait, réellement, là, c'est vraiment l'exemple. Bon, là, c'est vraiment, on va dire, d'un côté, ça peut être social, mais c'est surtout, on va dire, instinctif. Là, ça devient des sentiments qui sont induits de façon naturelle et qui sont directement liés à la préservation d'une espèce, à l'obligation de faire attention à ce que la progéniture aille jusqu'au bout. Parce que si on n'aime pas automatiquement sa progéniture, on ne fait pas attention à ce qu'elle fait. Conclusion, la progéniture va jouer près de la falaise avec, avec ses copains et la progéniture tombe. Oups, non, maman est là et dit n'allez pas jouer près de la falaise, allez jouer près de l'autoroute, c'est mieux. Donc bon, en fait, de ce fait, il faut se méfier quand même. Effectivement, on peut aimer effectivement de façon naturelle et sans se poser la question, parce qu'en fait c'est induit littéralement dans le code génétique quasiment de l'individu. Ça peut être détecté par l'esprit, bien sûr, on peut identifier les sentiments automatiques qui sont générés par l'individu quand on a des enfants, quand on a ses parents, des choses comme ça. On peut se dire, ah ben tiens, je les aime, mais je ne sais même pas pourquoi. Bon, dans mon cas par exemple, je n'appréciais absolument pas mon père, je n'ai jamais aimé mon père. Pourquoi? Parce que je ne m'en sentais pas obligé. Pourquoi? Parce que j'avais suffisamment d'esprit pour voir qu'il était un individu que je n'appréciais pas. De ce fait, il n'y a pas
on peut à un moment donné concevoir que pour un individu, on n'a pas la nécessité d'avoir un sentiment. Pourquoi? Parce on peut avoir un état d'esprit supérieur aux instincts et aux codes en fait sociaux, codes naturels, soi-disant des sentiments. On n'est pas obligé d'aimer ses parents, on n'est pas obligé d'aimer ses enfants. On peut apprécier plus la voisine que ses propres parents. Pourquoi? Parce qu'on a plus d'affinité avec la voisine, c'est tout. Il y a parfois des mères adoptives qui font de meilleures mères que la mère d'origine. Et en fait, les sentiments vont là où parfois on les constate et non pas on est obligé de les avoir. Il ne faut pas se sentir coupable de ne pas aimer, par exemple, ses parents. Si on constate que nos parents sont, on va dire, des êtres qui ne nous conviennent pas, on peut très bien ne pas les apprécier. On n'est pas obligé de les détester, bien sûr. L'inverse de l'amour, c'est le fait de détester. Et ça n'est pas obligatoire non plus. En fait, le sentiment peut être constaté. On peut constater qu'on n'a pas d'affinité réelle et on va dire, l'esprit n'est pas, en fait, intéressé par l'individu concerné. De ce fait, il n'y a pas de sentiment bâti à l'encontre d'un individu, que ce soit père, mère, même enfant. On peut avoir la conscience qu'on a fait des débiles, par exemple. Oh mince, j'ai fait des débiles. C'est peut-être pour ça que j'ai pas fait de gosse. Je me suis méfié, je me suis dit, sachant que je suis un petit peu trop pensif, évitons les déceptions. Donc bon, il y a des fois, il vaut mieux s'abstenir que de faire n'importe quoi. Hein. Franchement, il y a des fois, quand on voit l'état des gosses d'aujourd'hui, bon, je sais pas comment les parents font pour les aimer. Donc bon, ça c'est de la profondeur d'esprit, on va dire. L'aspect social, c'est de l'aspect naturel, bien sûr, mais il y a aussi des aspects, on va dire, sur certaines tribus, par exemple, certaines sociétés humaines sont en fait bâties différemment. Par exemple, les femmes noires, à une certaine époque, un peu moins aujourd'hui, mais bon, encore dans certains coins, ça doit être le cas, faisaient des dizaines d'enfants, je dis bien des dizaines, hein, pas une dizaine, des dizaines d'enfants, et en fait, l'enfant n'était pas forcément aimé dès le départ, la mère était, on va dire, par sécurité prudente, c'est-à-dire qu'elle élevait son enfant, mais comme il avait toutes les chances de crever là, dans les 2-3 ans qui venaient, 6 mois parfois, puisqu'il faisait trop chaud, trop soif, trop ci, trop ça, en fait, les femmes avaient le réflexe dans certaines tribus, comme elles savaient qu'il y avait une forte mortalité, de, en fait, limiter les sentiments qu'elles avaient pour leur progéniture. Pourquoi? Parce que c'était une conscience ethnique, une conscience locale, que les enfants étaient fragiles et qu'en fait, il ne fallait pas se lancer dans des sentiments abominablement productifs parce qu'en fait, l'enfant pouvait mourir rapidement. De ce fait, certaines ethnies ont appris à aimer progressivement, ont appris à contrôler les sentiments, on va dire maternels. On fait tout ce qu'on peut pour l'enfant et quand il survivra, on pourra commencer à l'aimer. Hein, on est prudent. On n'aime pas tout démesurément comme ça, bêtement, parce que l'enfant peut mourir. Et en fait, pour se préserver d'une source de chagrin répétitif, puisque une femme sur certaines ethnies pouvait avoir jusqu'une trentaine d'enfants sans problème et perdre la moitié. Et en fait, elle ne pas se mettre à fondre de chagrin à chaque fois qu'il y en avait un qui mourait. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que c'était fréquent. Donc, l'humain peut adapter la charge émotionnelle qu'il va émettre pour un individu en fonction des nécessités. Et oui, il ne faut pas aimer démesurément ce qui ne va pas survivre. C'est plus prudent pour ne pas se traumatiser à chaque fois. On peut créer des formes de sécurité. Donc, ce qui prouve que le sentiment, en fait, n'est pas quelque chose d'obligatoire, n'est pas quelque chose d'automatique, et est quelque chose qui est modulable selon les conditions aussi de vie. Si les conditions de vie sont très difficiles, effectivement, on peut adapter ses sentiments envers sa progéniture, par exemple, parce qu'on sait qu'il y a plus de risques. Enfin, qu'il y a autant de risques qui vivent qui meurent. Donc, on est prudent au départ, on fait attention, on n'aime pas trop. C'est pas une question de ne pas aimer trop, mais surtout, on n'émet pas de sentiments démesurés pour ne pas être soi-même démesurément impacté par le décès d'un être cher ou modérément cher par prudence. Donc l'amour est modulable en fonction de l'esprit et des conditions aussi de vie. C'est là où on voit certaines ethnies plus responsables
quelque part, sentimentalement, ils sont beaucoup plus posés, beaucoup plus responsables de tout ça. Et puis, l'homme moderne, un bébé né, oh, je l'aime, la mère qui aime démesurément son enfant, alors que bon, ça reste qu'un enfant. Et là, c'est l'instinct féminin, l'instinct de reproduction qui parle à fond. La femme a l'obligation d'aimer son enfant pour le préserver. Et c'est pour ça qu'elle l'aime. En fait, c'est automatique. Ça n'est même pas, on peut même pas s'y opposer. Si la personne est suffisamment simple, elle aimera son enfant à fond le premier jour. Et certaines femmes vont apprendre à aimer leur enfant aussi, parce qu'elles vont constater que c'est un individu qu'il faut regarder. Donc il n'y a pas d'amour automatique. Donc voilà, l'amour c'est dans la tête, c'est pas automatique en fait. Donc bon, évidemment on peut faire autrement que les obligations. On est capable, enfin certaines personnes peuvent faire autrement. Ça dépend complètement de ce que veut la source. Pour des individus qui ne peuvent pas contrôler certaines choses, ça n'est pas contrôlable. Sur certaines vies, on va pouvoir aborder certains sujets, sur d'autres, on ne va pas les aborder. Pourquoi ? C'est pas à l'ordre du jour. Quand on aborde un problème tel que aimer ou ne pas aimer, c'est parce que c'est, en gros, c'est sur le chemin. C'est sur le chemin des sujets qu'on va aborder, réfléchir, des choses comme ça. On va se poser des questions là-dessus. Et si ça n'appartient pas au chemin, parce que bon, la source a dit non, tu t'occupes pas de ça, toi, tu es en mode automatique, là tu vas faire comme ci, comme ça, tu t'en occupes pas, tu seras scientifique, tiens, et puis donc pour ces choses-là, tu seras en mode automatique. Donc, te pose pas la question, fais des maths. Donc bon, ça peut être le cas. Une personne peut très bien mettre de côté, on va dire, les grandes questions sur les sentiments, tout simplement parce que la source n'a pas envie sur cette vie-là, que cette personne, en fait, se pose trop de questions à ce niveau-là. Nous ne sommes pas tous égaux dans l'évolution, dans le sens où l'évolution se fait par le biais, on va dire, des expériences, et les expériences sont en fonction de la vie qu'on est en train de mener. Alors bon, les phénomènes d'opposition de comportement, c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple un père ou une mère, moins fréquemment, qui va dire qu'il aime ses enfants et puis régulièrement il tape dessus. Bon, que se passe-t-il ? Est-ce que l'homme n'aime pas ses enfants et finalement tape dessus parce qu'il est complètement zinzin, ou est-ce qu'il y a un sentiment et pourtant, on va dire, une facturation inverse à ce qui est prétendu ? En fait, la plupart du temps, effectivement, il y a un sentiment positif, bien sûr, qui existe. Le père aime ses enfants, mais il ne peut pas aller contre, en fait, les défauts qu'il a. Un être humain peut, on va dire, on a déjà vu ça, par exemple, on a des nounous qui sont méchantes avec les enfants, et pourtant, quand on tend le bébé à la nounou méchante, le bébé tend les bras. En fait, pourquoi ? Parce que, en fait, il y a véritablement toujours en fait deux phases dans un être humain. On peut très bien aimer et en même temps faire du mal aux autres. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un manque de contrôle, un manque de constatation. Donc les sentiments d'un côté existent et de l'autre côté, la colère, les défauts psychologiques, les problèmes en tout genre existent en coexistence. Et en fait, donc une personne peut être à la fois, on va dire, amoureuse d'une autre et nuire à l'autre personne. Pourquoi ? Parce qu'il y a dissociation profonde entre deux pans de l'esprit de la personne. Une partie de la personne aime, l'autre partie, les petits bébés, et les manipulations en tout genre, pousse l'individu à être violent, pousse l'individu à faire n'importe quoi, à mentir, à être méchant ou des choses comme ça. Donc ça, c'est assez fréquent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui restent avec leur bourreau, parce que d'un côté, le bourreau, quand ça va, en fait, il est gentil, il est affectueux, et tout va bien, et de l'autre côté, il est bourreau. Donc, c'est compliqué, puisqu'en fait, les individus peuvent très bien s'entendre quand ça va bien, et finalement, ensuite, la personne qui est victime du bourreau donc, va avoir du mal, puisqu'en fait, il y a toujours deux choses qui vont s'opposer, les sentiments positifs et le côté bourreau qui est subi par la victime. De ce fait, la victime prendra un certain temps à se séparer de son bourreau parce qu'en fait, il y
il y a deux parts chez l'individu. Le bourreau est un bourreau, mais le bourreau est aussi un gentil mari, un gentil papa, qui fait des efforts, qui fait ci, qui fait ça. Et en fait, de ce fait, ça devient compliqué parce qu'en fait, la personne elle-même ne peut pas forcément s'améliorer, ça dépend vraiment de l'état mental du bourreau, on va dire, le bourreau aimant. Donc, et de ce fait, là c'est compliqué, ça va vraiment, la plupart du temps, bien sûr, ce sont des soucis qui interviennent dans l'enfance des personnes violentes ou des personnes agressives, et c'est très rare quand les personnes arrivent à se soigner de ça, c'est souvent l'âge qui finit par faire baisser le comportement, mais bon, il est difficile donc dans une situation où il y a bourreau et victime, en fait, qu'il y ait une séparation comme ça, hop, 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 oh, il est méchant, allez hop, je m'en vais. En fait, c'est pas si simple parce que simplement, il y a toujours deux facettes à un bourreau, de façon à ce que justement la situation dure et que l'expérience puisse être vécue jusqu'au bout. Malheureusement, c'est une des facettes de l'humain, c'est-à-dire que l'amour, entre guillemets, va servir à expérimenter d'autres facettes de l'être humain et va permettre en fait de vivre sur deux plans distincts. En fait, on va avoir d'un côté des sentiments positifs qui peuvent être très affectueux, très généreux, ceci, cela, et tout d'un coup des pétages de plomb qui vont contrarier tout ça, mais qui vont mettre beaucoup de temps quand même, parfois ça met beaucoup de temps à arriver à justement être en désamour. Là c'est québécois, on est en désamour. Donc là, quand on rentre en désamour d'une personne, c'est que, évidemment, la coupe est pleine, le vase a débordé, et voilà, il n'y a plus rien à mettre de plus. Mais il faut du temps avant d'en arriver là, puisqu'il y a évidemment un sentiment qui s'oppose au départ. Et donc, les personnes doivent, la plupart du temps, comme les personnes ne réfléchissent pas assez, et donc ne posent pas tout par terre sur la table et trient, donc, ça prend du temps, puisqu'en fait, ça se fait en mode automatique, et les personnes qui sont en situation où elles sont d'un côté, en fait, amoureuses et de l'autre côté, victimes, vont devoir, en fait, elles-mêmes lutter contre leurs propres sentiments et, en fait, rentrer dans une mécanique de régression des sentiments pour enfin, en fait, pouvoir partir de la situation moyennement tolérable ou intolérable. Donc ça, c'est la problématique des sentiments humains. Ça, tout n'est pas d'un côté ou de l'autre. C'est pas blanc ou noir. Souvent, c'est une teinte de gris. Et donc, c'est compliqué de faire un beau tableau avec des teintes de gris, soi-disant. Bon, avec une imprimante, on y arrive très bien, mais bon. Donc, c'est une des particularités de l'humanité. L'amour sert, malheureusement, à en fait faire expérimenter des choses moins agréables. C'est assez courant, malheureusement. Alors, on va parler un petit peu. On va voir. On va prendre dans le sens où je l'ai écrit. Ouais. On va pas essayer de trier. C'est un peu désorganisé, mais néanmoins, ça suit un fil. Le fil de la vidéo. Donc là, on va parler de quelque chose qui est assez mal compris et surtout, qui fait partie du cadre des gens qui font de la spiritualité et qui s'est imprégné dans la conscience des grands yogis et autres. Donc c'est l'amour tantrique, tout ce qui est lié, on va dire, à l'éveil du Kundalini et toutes ces conneries-là, qui il y a déjà quelques longues années, je voyais déjà comme une erreur, on va dire, une erreur et un problème, puisque ça me paraissait absolument pas logique. Donc là, on a beaucoup de, en fait, surtout du côté bouddhiste, hein, et même dans d'autres petites formes de religion, on a beaucoup de concepts où il y a l'amour tantrique, donc deux divinités qui s'aiment et qui, par hasard, vont éveiller leur kundalini et qui vont, à travers des actes sexuels, devenir des bouddhas, par exemple. Comme si devenir un bouddha, pouf, c'est un coup de bite, un bouddha. Allez hop. Donc bon, c'est genre la magie de l'illumination, etc. Donc des erreurs les unes après les autres. Hein. Donc dans ces pratiques, en fait, il n'y a strictement rien de vrai. En fait, le problème est là. Deux personnes qui pratiquent la métaphysique, entre guillemets, donc vont apprendre des tas de textes et des choses comme ça, vont ne faire que manger des informations. Et ensuite, si deux personnes vont avoir des rapports sexuels
physiques ou métaphysiques dans l'astral ou avec leur petit corps vont soi-disant atteindre à l'amour tantrique, vont atteindre au dédé tantrique. Il faut savoir qu'il existe dans l'astral des entités qui dominent de très loin l'énergie des êtres humains et aussi celle des bouddhistes. Les grands maîtres bouddhistes d'antan, en fait, ont souvent été abusés dans leur conclusion par des entités astrales très haut niveau, que nous, on côtoie un petit peu au quotidien en ce moment. Et là, le petit chapitre est dédié à l'un de mes padawans qui a expérimenté ce petit amusement. En fait, on peut, par exemple, rencontrer dans l'astral des individus qui vont se faire passer pour des déesses, pour toute autre personne, peut faire des copier-coller de n'importe qui, la Vénus de Milo, Marilyn Monroe, par exemple. Donc, on peut dans l'astral, par exemple, sous des conditions en fait très simples, rêve éveillé ou dans l'astral même consciemment, ce que faisaient soi-disant les grands maîtres tibétains et autres, shintoïstes, taoïstes et autres. Donc, en fait, rencontrer une entité qui se dit être une divinité et on va avoir un rapport astral. Si on ne l'a pas physiquement, c'est plus gênant, mais on peut avoir un rapport astral, un rapport sexuel astral, pour faire, soi-disant, de l'amour tantrique, pour l'éveil du Kundalini ou de la Kundalini, et pour devenir un Bouddha, pouf, comme ça, en 2 coups de baguette dans l'astral, vous devenez un Bouddha. Donc, le problème, c'est que l'entité qui se présente est un être astral, très ancien, qui a souvent plusieurs milliards d'années, et qui, en fait, appartient aux forces de l'ombre, et qui vient, en fait, tout simplement abuser de l'énergie de l'individu qui va donc se prêter au jeu et qui va croire qu'il va progresser, que ça va être terrible et patati patata. Donc en fait, il y a un acte sexuel dans l'astral, ça donne une augmentation, on va dire, d'énergie et artificiellement, l'être astral va tout simplement bidouiller dans les chakras, non pas pour que les chakras fonctionnent normalement, non, il va en fait faire en sorte d'appuyer sur les chakras, on va dire la chakra base, dans l'éther ou dans l'astral, de façon à obtenir une montée d'énergie brutale pour foutre le bordel. L'intérêt étant tout simplement de récupérer une personne en mettant des tas d'implants et de pomper un maximum d'énergie au moment où il arrive à déverrouiller en fait des capacités que l'être humain a et qu'il doit utiliser dans certaines conditions. Néanmoins, du coup, là, c'est une énorme escroquerie. Le côté, c'est pareil, 2 êtres humains physiquement, ils peuvent faire toutes les positions du monde, avec le Kama Sutra en poche et le Tantric Sutra en poche. Ça ne changera strictement rien. Il n'y a pas d'éveil de la Kundalini par l'accouplement. C'est totalement faux. Et quand ça a lieu, c'est un accident et c'est surtout que c'est un dédé derrière qui va foutre des coups de pompe dans la Kundalini pour faire jaillir en fait de l'énergie à la con, et c'est pas pour rien que c'est le serpent lové en rond, c'est que c'est un serpent, c'est pas de l'énergie. Nous, on gravite sur des sphères énergétiques qui n'ont rien à voir avec ça et qui en fait sont beaucoup plus puissantes, et en fait il se passe rien, ça va, c'est cool. On n'a pas le cerveau qui explose et on ne devient pas complètement débile. En fait, l'éveil de la Kundalini, c'est pas pour rien que c'est le serpent lové quelque part, parce qu'en fait, le serpent égale un dédé. Et oui. Et en fait, le principe étant que les personnes s'imaginent et se perdent dans un concept où, soi-disant, l'amour fait accéder à quelque chose de supérieur, l'esprit se perd dans des circonvolutions, et l'individu se met à croire qu'il a atteint le moi, le toi, le soi et tout le tralala, alors qu'il n'a rien atteint du tout. Mais en fait, le principe, c'est qu'il y a en fait une énergie qui est montée, ça a complètement bourré le cerveau de tout un tas de choses, et si l'individu n'est pas habitué à gérer ses énergies tranquillement, qu'est-ce qui se passe? Il est débordé, c'est tout. En fait, c'est allumer la lumière dans l'obscurité, au début on est ébloui, le temps de s'habituer. Bon, il faut noter, par exemple, Alexandra David-Neil Anderson avait tous les symptômes d'une personne qui avait éveillé sa Kundalini à travers des pratiques débiles, genre méditation à la con et histoire de Kundalini. En fait, elle avait joué avec son petit serpent, le petit serpent lui a mordu le cerveau et à la fin, elle était un peu bredine. Pourquoi? Parce que elle a côtoyé des grands maîtres qui lui ont expliqué des tas de conneries, et en fait, elle a essayé toute seule, et ensuite, il y a un dédé qui s'est dit « Ah bah tiens, j'ai fait le même coup au grand maître, là, je vais lui faire elle là aussi. Tiens, hop, allez, je t'éveille le Kundalini, paf !» Et là, la personne n'étant pas préparée,
n'ayant pas une gestion des énergies de ce genre, se retrouvent en fait avec une montée d'énergie brutale et ça va engendrer des désordres. Qu'est-ce que ça engendre comme désordre? Des désordres électromagnétiques dans le cerveau, bon, qu'on pourrait soigner en virant les DD, en faisant redescendre le taux en fait électrique du cerveau et en gérant en fait les désagréments qui ont été fabriqués. L'amour tantrique est une vaste connerie qui malheureusement en fait n'a pas pu être identifié comme tel parce qu'en fait à l'époque il y avait personne qui montait aussi haut que nous, donc en fait voilà, c'était pas, on ne pouvait pas remettre en question l'identité ou en fait le bien fondé de quelque chose, tout simplement parce que les êtres astraux qui venaient, on va dire, générer ce genre de conneries dépassaient de très loin les humains et ne pouvaient absolument pas être finalement démasqués à travers ce qu'ils étaient en train de faire. Donc c'est comme d'habitude quelque chose qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir voir que derrière il y a une manipulation. Nous, ce sont des entités qu'on trouve très très loin dans l'astral, très haut, très loin, dans des endroits où c'est très très grand, très vaste, et bien au-delà du multivers, en fait. Et de ce fait, ces entités-là, simplement s'amusent de la limitation humaine et vont induire littéralement l'être humain, le petit pratiquant astral ou autre, vont l'induire en erreur pour récupérer de l'énergie et égarer la personne. L'égarer soit par une surcharge électromagnétique dont la personne va devenir un peu claquée du bocal, soit en fait égarer la personne en lui faisant croire qu'elle a atteint quelque chose alors qu'elle a atteint que dalle. En fait, mais c'est comme ça, on va dire, c'est le petit jeu de l'incarnation sur Terre. Il n'y a pas que des gentilles choses qui se passent. Dans le métaphysique, on a beaucoup d'ennemis, et ces ennemis profitent de la non-connaissance qui pouvait régner il y a déjà, enfin, qui a régné pendant là, quelques milliers d'années, en fait. Connaissance qui n'existait pas, ce que je dis là, c'est des choses qui en fait, n'existaient pas, dans le sens où tout simplement personne ne pouvait vérifier. Nous, on monte suffisamment haut pour pouvoir vérifier l'identité de qui joue au con. Et en fait, voilà, il n'y a pas d'amour tantrique. C'est c'est de l'abus, abus de confiance et abus de pouvoir de la part de certaines entités qui visitent notre monde et qui manipulent les humains. Donc voilà, je suis désolé pour tous les grands yogis, tous les grands trucs, les grands machins. Il faut arrêter de dire des conneries, ça ira mieux. Les ashrams seront peut-être moins bordéliques et moins prédateurs. Hein, parce que bon, aujourd'hui, ashram égale gros tas de merde, sans vouloir être méchant. Malheureusement, l'humanité, ça va de moins en moins bien, même de ce côté-là. Alors, oui, oui. Bon, voilà, enfin, c'est ça. Bon, il faut savoir que le fait de griller un fusible, à travers ces pratiques, serait soignable, mais ça prendrait du temps, parce que l'individu devrait lui-même reprendre le contrôle, et de ce fait, il faudrait qu'il ait le niveau pour ça. Donc bon, là, nous, on a un petit padawan qui s'est fait visiter par une personne, qui s'est fait passer pour une autre. Il y a eu soi-disant un rapport et il y a eu une illumination. Bon. Mais néanmoins, au bout d'une explication et d'un grand nettoyage et qu'on a trucidé les entités qui étaient là, bizarrement, il y avait beaucoup moins d'illumination. En fait, il est intéressant parfois d'avoir certaines expériences comme ça parce que justement, ça permet de mettre en relief le vrai du faux. Et ensuite, nous, on regarde, on va dire, sur les milliers d'années, est-ce que quelques divinités, soi-disant, ont eu des rapports sexuels et que ça a fait des étincelles et des petits pouf 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 partout? Eh bien non, le sexe physique et la sexualité restent quelque chose de physique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de miracle par rapport à ça. Peu importe ce qu'on ressent, ça reste du domaine du concept mental. C'est là-dedans. Donc c'est pas, voilà quoi, le physique ne répond qu'à la stimulation mentale. Il n'y a pas d'inverse. On va dire le mental ne répond pas à une stimulation physique et hop, vous voilà, hop, à bondir quelque part dans les cieux parce que vous devenez un Bouddha. Certaines pratiques hindouistes, on m'a rapporté des pratiques absolument navrantes où les personnes se laissaient tomber par terre pour déclencher le Kundalini, essayer des tripotages
du Kundalini, soi-disant pour avoir une illumination brutale, une montée de Kundalini. Bon, là, on est dans les pratiques débiles, c'est-à-dire de personnes qui s'imaginent qu'en s'asseyant sur une selle de vélo, on va dire en faisant un saut de 2 mètres avant, ça va déclencher une montée de Kundalini. Bon, là, on est dans les aberrations classiques des pratiques soi-disant métaphysiques pour les débiles. Et là, on a tout simplement, bon là, c'est le fin fond de la connerie humaine, c'est-à-dire qu'on cherche à soi-disant atteindre quelque chose par des moyens biaisés, et en fait, on n'arrive quasiment à rien. Et si quelqu'un, par hasard, en fait, va activer sa Kundalini parce qu'il va se prendre la selle de vélo là où je pense, eh ben, le problème, c'est que ça fera qu'un fusible de grillé de plus. Ça fera rien d'autre. Donc bon, c'est navrant et c'est lamentable à la fois. Pas le choix, c'est comme ça. Bon, voilà, alors, on va pas faire trop long parce que là, je vous ai déjà pris la tête 1h40, ça fait mal au crâne. Hein. Donc, alors, ensuite, on va revenir sur un aspect qui est beaucoup plus fondamental des sentiments, les choses un petit peu, je dirais, propres, pures, surtout un peu désintéressées. Le vrai côté du fait d'avoir des sentiments pour quelqu'un, pour quelque chose. Là, c'est aimer son chien, aimer son chat, aimer sa femme, aimer, bon, surtout aimer des petits animaux ou aimer les personnes de façon, les sentiments dénués d'intérêt. En fait, c'est véritablement, je regarde un peu près, parfois. Alors, ces sentiments-là sont des sentiments propres, entre guillemets. C'est-à-dire que la personne va non pas au départ aimer, mais va donner de l'affection. Alors, c'est un concept assez simple. C'est un concept qu'il faut savoir observer. En fait, vous avez par exemple le cas d'un enfant qui fera des câlins à n'importe qui. En fait, un enfant va se tourner vers un animal, va lui faire des câlins. Il lui donne de l'affection. L'enfant ne trie pas, en fait, ne se méfie pas, ne trie pas, que la personne soit gentille, méchante, que le chien soit gentil, méchant ou quoi que ce soit. L'enfant, lui, a une démarche affective. C'est-à-dire qu'il donne de l'affection, il a une forme de générosité sentimentale envers un être humain, envers un chat, envers un chien, envers n'importe quoi. Envers son nounours aussi, hein, on fait un grand câlin à son nounours. Comment se fait-il qu'un être humain puisse avoir des sentiments comme ça dénués d'intérêt? Eh ben, c'est parce qu'il n'y a pas de calcul. En fait, souvent les enfants peuvent donner, comme ça, donner, juste ils donnent leurs sentiments, donc ils vont émettre un sentiment de tendresse. Donc, c'est pas vraiment de l'amour, c'est de la tendresse. Aimer, c'est normalement un petit peu plus complexe. Mais en fait, l'enfant, lui, va donner de la tendresse. Il va donner une énergie d'apaisement, une énergie de gentillesse, de tendresse à n'importe quel support. Un être humain, un animal, un nounours. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que l'enfant ne se pose pas de questions. Donc, il est dénué de problématiques mentales, il ne se complique pas la vie, et va avoir une tendresse automatique. C'est le même concept qu'un animal, bon, avec des nuances chez les animaux, puisqu'il y a en fait la soumission, des choses comme ça qui sont à prendre en compte, trop long à expliquer. Mais en fait, là, il faut mettre un bémol. L'enfant va donner, par exemple, à un chat de l'affection, mais comme il est maladroit, le chat va le griffer. On va se dire, c'est pas normal. Ça peut arriver, en fait. Le problème, il est là. On va avoir des enfants qui vont donner de l'affection à un animal. L'animal ne va pas reconnaître cette affection parce qu'il est en dédéifié, tout simplement, et ne va pas se prêter à l'intention de l'enfant. Donc l'enfant, la plupart du temps, quand il va donner un câlin à un animal ou à son nounours, il n'a pas de problème. Mais un coup de temps en temps, en fait, comme l'enfant ne trie pas à qui il donne, puisqu'en fait, il donne généreusement, en fait, cette intention, cette vibration à un support, que ce soit animal, humain ou en peluche, et en fait, il va avoir un problème. Réception du sentiment, mal accepté par exemple par un animal qui va se détourner, le bousculer, ou un adulte aussi qui va pas apprécier qu'on lui donne de l'affection comme ça, va avoir des mouvements de recul. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des petits dédés dans chaque chose, et donc l'affection pure comme ça qui est donnée, ça n'est pas de l'amour inconditionnel, non, c'est pas de l'amour divin, c'est simplement de l'affection. En fait,
un enfant ou un animal peut donner sans se poser de questions. Il donne. Il donne un moment de vibration, il va donner de la tendresse. C'est de la tendresse, c'est pas de l'amour infini, spirituel, métaphysique ou quoi que ce soit. C'est juste de la tendresse. L'énergie est utilisée par cet enfant, il puise à l'intérieur de lui-même et il va donner quelque chose de propre, sans besoin, sans envie, sans rien. C'est juste, il donne des vibrations. Il va émettre une vibration de tendresse et il va plus ou moins recevoir ou pas. La plupart des gens, quand ils sont, on va dire, victimes de ce genre d'attaque d'enfants, d'attaque d'enfants tendres, vont, s'il n'y a pas de public, vont faire preuve de tendresse, bien sûr. Une mère avec ses enfants fera preuve de tendresse parce qu'elle sera moins encline à regarder ce que l'on voit, mais beaucoup d'êtres humains classiques, par critique de la situation, parce que l'enfant donne la tendresse n'importe quand, en fait, par réservation de leurs sentiments, par timidité, par peur en fait, de se retrouver dans une situation soi-disant ou ridicule aussi ou ça, en fait, vont se méfier. L'esprit va, en fait, réfléchir. Ils ne vont pas forcément donner plein de tendresse à l'enfant. Ils vont juste prendre gentiment le câlin et puis ils vont se contenter de ne pas trop donner pour pas avoir l'air d'être un pédophile ou un truc comme ça. Donc, un pervers narcissique ou quoi que ce soit. Donc, bon, la timidité, l'esprit, la conversation mentale qu'on se porte à soi-même va casser le moment, surtout chez les êtres humains. Bon, l'animal, lui, en moyenne, ne casse pas trop parce qu'il ressent mieux. Donc, quand un enfant va faire un câlin à un chien, le chien va être attentif, ou passif ou attentif. Voilà. Mais ce sont des choses qui sont atteignables pour les adultes. Certains adultes, plus rarement, donnent de la tendresse comme ça. Il existe dans ce genre de dérive des spécialistes qui font payer le câlin. Enfin, vous donnez ce que vous voulez. Je vous enjoins à ne surtout pas se regrouper autour de ces tarés qui donnent soi-disant des câlins, des câlins, des câlins. En fait, ce sont des usines à dédés. Donc, il ne faut pas confondre du commerce d'embrassades ridicules, soi-disant métaphysiques, qui ne génèrent strictement rien de positif et qui vous pompent de l'énergie, qui vous collent des implants et qui vous coûtent de l'argent. Donc, voilà, on a des gens qui s'amusent à ça, mais en fait, ça n'est pas réellement constructif. Ce sont des gens qui vivent dans un monde où ils s'imaginent donner de l'énergie comme ça, de la pseudo-tendresse. En fait, ils sont complètement à côté de leur pompe. Donc, ça, c'est un détail. Mais les vrais sentiments propres d'un enfant, c'est parce que l'enfant n'a pas de jugement, il ne va pas juger le chien, il ne va pas juger. Vous verrez un enfant faire un câlin à un chien pas propre. Pas très propre, un peu sale, un peu bancal, un peu moche. Bon, pourquoi? Parce que l'enfant ne va pas juger. Un adulte a du mal à reproduire, on va dire, donc des sentiments propres comme ça, juste donnés, propres. Pourquoi? Parce qu'il juge, il regarde. On ne fait pas de câlin à un chien sale, c'est sale, parce que, c'est sale, quoi. Donc on ne fait pas de câlin, on ne donne pas d'affection à quelque chose de sale. C'est comme ça qu'un adulte va réduire sa capacité d'affection par rapport à des jugements. Il va juger des situations et il ne va pas donner. C'est comme ça que dans un couple ou dans une famille, le père juge les enfants, juge la femme, juge le chien, juge le chat et donne de moins en moins d'affection parce qu'il va trop réfléchir. En fait, l'homme ou la femme dans le couple réfléchit, réduit, et il y a toujours des moyens de réduire, les petits dédés bien sûr aidant à que la situation soit critiquée, et on perd cette faculté de donner sans demande de retour. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il donne un câlin, il n'attend pas une pièce, il n'attend pas... s'il y a un échange de câlins, c'est bien, mais autrement, il donne. Point. En fait, c'est un phénomène naturel, accessible à tout le monde, et en fait, par contre, qui peut créer des petits soucis. J'ai déjà vu des enfants se faire un peu agresser par un animal qui n'a pas compris ce qui se passait. Donc parce que l'enfant, peut-être parfois est trop brutal, va faire un câlin un peu trop brutal, va être un peu trop, on va dire, un peu trop proche de l'animal qui ne comptait pas se faire câliner et qui ne comptait pas avoir des contacts aussi près avec un petit enfant. Donc parfois les animaux ont un peu peur des enfants, c'est assez amusant. Trop petit, ils se méfient. Donc dans ces cas-là, en fait, c'est de l'affection, c'est une forme d'amour, mais c'est une affection qui est donnée sans demande de retour.
En fait, là, on émet, on va dire, une énergie paisible et affectueuse envers un être sans jugement. Et c'est ce qui donne la valeur différente d'échanges entre adultes qui sont toujours dans le jugement. Il est rare qu'entre deux adultes, en fait, ont la capacité de déjuger et pouvoir se donner une affection déjugée. C'est le jugement qui nuit littéralement, en général, à l'échange de sentiments. Et oui, comme on juge trop de l'apparence d'une personne, on n'a pas un câlin 100% déjugé. Et voilà, en fait, tout est là. Bon, l'esprit humain, au fur et à mesure qu'il vieillit, se fausse de tout un tas de mauvaises habitudes de pensée qui va réduire la capacité à avoir des sentiments propres, sans intérêt et complètement déjugés de tout. C'est le jugement qui altère la qualité de ce qu'on va donner. Et il faut arrêter de réfléchir en gros, quoi. Les enfants ont un côté pur et un côté imprudent. Donc se méfier aussi des animaux un peu ombrageux, qui peuvent parfois mordre l'enfant qui voulait donner un peu d'affection. Ça peut arriver. Donc bon, même si sur Internet on vous montre que les expériences positives, il arrive des expériences négatives. Ça peut arriver aussi. Alors on va te parler. On n'arrivera pas à faire 2 heures hein, seulement. Ça va être long, vous allez avoir mal au crâne. Donc c'est pas grave, hein, un Doliprane, ça ira mieux. Donc bon, donc on va regarder le côté donc les concepts de la flamme jumelle et des sentiments qui pourraient être vécus entre deux êtres humains. En fait, confondre l'amour ou l'unité ou les choses comme ça. Donc là, alors les flammes jumelles, terme cafouilleux. En fait, deux personnes qui seraient soi-disant flammes jumelles. Donc, il y a 2 cas. Il y a 2 cas seulement, je dirais. Il y a le cas où une personne appartient au même adhyatma. Donc, adhyatma se référait donc sur moi, des trucs comme ça, hein, même si j'aime pas ces termes. Donc, l'adhyatma, c'est celui qui vous envoie sur Terre. L'adhyatma est en 34e dimension et il peut avoir plusieurs entités sous son contrôle. C'est pas un contrôle, c'est une transmission de contrôle. Mais bon. Donc l'idée, on peut avoir 3, 4, 5 personnes sur Terre qui appartiennent au même adhyatma. Ces personnes peuvent se croiser. Quand elles se croisent, elles ont du mal à se décroiser. Hein. C'est clair et net. 2 personnes appartenant au même adhyatma, s'ils sont dans la même pièce un jour, ils ont tendance à l'être après toujours. Pourquoi ? Parce qu'il y a une très grande proximité vibratoire. Ils sont issus du même adhyatma. Ça fait que ce sont des gens qui collent direct et qui ne bougent plus. Donc que ce soit homme-homme, femme-femme ou femme-homme. Donc c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, ah je t'aime, non, c'est de l'unité et c'est de la connaissance profonde, en fait, instinctive de l'autre. Puisqu'on est issu du même adhyatma, on a le même fond vibratoire. Donc les personnes ne vont pas s'aimer au terme de ah je t'aime, t'es trop belle. Non, pas du tout. Là, le physique tombe, même si les 2 personnes sont ultra moches, elles vont s'apprécier. Pourquoi ? Parce que c'est automatique, c'est de l'unité. Elles sont suffisamment proches vibratoirement pour rentrer en harmonie l'une avec l'autre. Sans mental, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. Si on a une qui est blanche, l'autre qui est noire, si on a une qui est bête et l'autre intelligente, ils vont quand même rester ensemble. Pourquoi ? Même si l'adhyatma a fait 2 personnes qui sont assez opposées, ils auront tendance à rester ensemble parce qu'ils ne pourront pas faire autrement. C'est une question d'unité. Les 2 personnes se trouvent en unité automatique. Donc le sentiment d'être avec l'autre personne est quasiment automatique. Il n'y a pas de critique. On ne dit pas oh ben non mais je vais pas rester avec, il est trop con. Voilà. Non, on trouvera toujours 1000 excuses à cette personne pour rester avec. Pourquoi ? Parce que elle est issue du même adhyatma. Donc il y a une proximité vibratoire tellement fondamentale que les 2 personnes, sauf si l'adhyatma dit oh non, vous arrêtez, un à droite, un à gauche, je ne veux plus vous voir ensemble. Mais en général, si 2 personnes se croisent et appartiennent au même adhyatma, c'est pour rester ensemble et faire un bout de chemin assez long ensemble, puisque si les 2 personnes à un moment donné se croisent, elles se recroiseront de vie en vie et se réincarneront ensemble. En général, il n'y aura rien à faire là-dessus. Donc c'est voilà, c'est une expérience de communauté d'entités. Là, c'est pas vraiment de l'amour. Alors bien sûr, au cours des vies, il y aura bien sûr des vies où ils seront hommes-femmes.
et auront des enfants, feront des trucs comme ça. Donc il y aura de l'amour aussi, couple, ceci, cela. Ils seront frères et sœurs, ils seront parents-enfants, ils seront. Bon. Donc l'expérience va continuer comme ça et ils expérimenteront les différents degrés d'affection, d'amour, de filiation, de choses comme ça. Mais c'est vraiment là directement lié à la diatma et c'est directement lié à quelque chose d'un peu plus haut de gamme que l'ordinaire des rencontres. Ensuite, on a le cas un peu exceptionnel où une entité est divisée en deux. Donc là, ce sont des jumeaux. Donc en fait, moi j'en connais une, c'est Jardinier de la Terre. Donc c'est une jumelle qui est jumelle avec un autre être qui, à l'heure actuelle, est décédé mais l'accompagne. En fait, là, ces individus-là partagent souvent les 3 derniers corps ensemble. Sur les 12 corps et intercorps, les 3 derniers corps sont les mêmes. Les deux entités, en fait, sont jumeaux au point où, bon, il y a masculin, féminin, les deux orientations, et ces entités sont tellement jumelles que les 3 derniers corps ne sont pas dissociés. Ils sont dans le même moule, ils sont ensemble. Point. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'entité, est, bien sûr, appartient au même Adhyatma, mais en plus est gémellaire. Donc, là, il y a une dissociation encore plus étroite qui est pas faite. Donc du coup, la dissociation, oui, ça fait 2 individus sur Terre, mais non, ça fait pas vraiment 2 individus. C'est un individu en deux. Et en fait, donc là, il y a 2 corps physiques, bien sûr, sur Terre. Parfois, il y en a un qui est mort, l'autre qui est vivant. Parfois, il y en a un qui s'incarne, l'autre qui le suit, en fait, sur Terre, là, à confondre avec son guide, bien sûr. Hein, je rappelle que les guides, c'est plus rare que mes cheveux sur ma tête. Donc bon, pour tous ceux qui croient au guide. Donc l'idée, elle est là, c'est que là, à part ces cas assez peu souvent, hein, sur l'ensemble de l'humanité, ça représente moins d'1%. C'est 1 pour 1000, 1 pour 10 000, 1 pour 100 000, 1 pour 1 million. Vous voyez, on est sur des chiffres extrêmement faibles. Tout le reste, c'est des erreurs d'interprétation. C'est-à-dire que les gens, ah ben ouais, c'est ma femme jumelle, c'est ci, c'est ça, c'est rien du tout. C'est de l'abus de faiblesse, en gros, et de l'abus de conclusion. Il n'y a pas de flamme jumelle à tour de bras, même dans les côtés ésotériques. On ne croise pas des flammes jumelles à tous les coins de porte, c'est pas vrai. Donc ça, c'est quand une personne, c'est les mauvaises conclusions au mauvais endroit. Bon, ça, ce qui 99% des flammes jumelles. Hein. Donc, ce qui se passe réellement, c'est que quand 2 individus sont issus du même adhyatma, la proximité vibratoire de fond va bien sûr permettre sur Terre des sentiments extrêmement élaborés, mais véritablement qui seront soutenus derrière par des vibrations extrêmement proches l'un de l'autre. Donc c'est l'unité. L'unité, c'est la connaissance de l'autre de façon uniforme. Là, on est en unité, donc il n'y a plus de mystère entre guillemets entre les 2 individus, et c'est pas de l'amour à proprement dit, c'est de la connaissance, on va dire très complète de l'autre, et donc de l'acceptation de la personne telle qu'elle est. Bon, la plupart du temps, cette unité se situe sur les corps du haut, en fait, du coup, c'est vraiment le côté haut de gamme qui est concerné. Après, bien sûr, un peu plus bas, l'unité est moindre, bien qu'elle soit ressentie et conscientisée par l'individu comme un amour infini, comme un amour inexplicable, comme une flamme jumelle, comme ci, comme ça. Donc bon, là, c'est quand vraiment, bon, l'unité, quand elle est vécue sur Terre, est beaucoup moins bien traduite. Elle se traduit par des mots comme le terme je t'aime et machin et truc, mais c'est pas vraiment ça. En fait, quand on est en unité avec une personne, les mots sont à compléter. Le terme aimer, trop générique, trop faible, entre guillemets, ça n'est pas vraiment quelque chose. Le je t'aime, ça veut un peu rien dire. Je t'aime comme la confiture, je t'aime comme un bon film, je t'aime. Bon, voilà. Le problème, c'est ça, c'est qu'il faut un peu plus compléter, il faut élaborer le vocabulaire. Quand on dit à une fille qu'on l'aime, bon, faut, elle dessine un cœur, lui un foie, bon, ça c'est Renault. Donc bon, il faut arrêter en fait
en fait, le côté gnangnan de l'humanité, il y a un moment donné, il faut essayer d'élaborer un peu son vocabulaire pour pouvoir expliquer à la personne pourquoi on l'apprécie et pourquoi on a un sentiment fort qui la concerne. Donc, bon, le terme aimer, en fait, est trop générique. Essayez d'élaborer votre vocabulaire et essayez de compléter un petit peu vos pensées. Vous serez beaucoup plus clair et beaucoup plus clair avec vous-même aussi. Alors, précisons, oui, donc précisons que les personnes qui sont capables d'identifier qu'elles appartiennent au même Adhyatma n'existent quasiment pas. Bien sûr, le problème est là. Donc, bon, nous, on peut aller voir.